Deux familles égales en dignité dans les ateliers où l'on dépose des filaments. Prusa et Bambou, ennemis de toujours, nourrissaient une querelle sans fin. Mais du ventre de cette inimitié naquit un amour interdit. Oh Bamboulette, ton extrudeur file dans mes pensées comme un filament infini. Oh Pruséo, nos familles ne nous laisseront jamais nous aimer. Pourtant, quand je t'entends calibrer, mon cœur vibre comme un plateau chauffant. Alors fuyons, échappons au slicer de la haine et imprimons notre avenir ensemble. Et contrairement aux amants tragiques de Vérone, nos deux machines défièrent la fatalité. Une cigogne descendit des cieux mécaniques et déposa un bébé Snapmaker U1, symbole d'union et d'avenir. Alors vous l'avez trouvé comment mon petit dessin animé? Bon, bref, voilà la vraie introduction. Donc je suis ici avec la Snapmaker U1 qui est alors ici un exemplaire de bêta test. Donc ça veut dire que c'est pas la version finalisée qui est commercialisée, mais que j'ai reçu en avance pour la tester, faire des retours. Donc la version que j'ai n'est pas parfaite. Il y a voilà, la version qui sera commercialisée sera bien mieux. Alors deux petites remarques pour cette vidéo. Premièrement, j'ai à un moment donné posé sur différents groupes Facebook et sur mon profil la question de savoir si vous aviez des questions sur la machine pour le Kickstarter. Donc ça c'est alors je réponds à la fin, hein. Il y a un sommaire, donc vous pouvez passer les passages qui vous intéressent pas, vous pouvez aller directement à la question réponse si vous voulez. Donc je réponds, et il y a des questions très techniques, des questions plus d'ordre général, il y a des réponses que j'ai pu donner par rapport à ce que moi j'ai vu et d'autres que j'ai posées à Snapmaker, des questions que j'ai posées à Snapmaker pour lesquelles ils ont donné des éléments de réponse. Donc ça vous retrouverez à la fin, juste avant la conclusion. Et ensuite, la seconde chose que je voulais dire, c'était que si vous avez apprécié cette vidéo, elle va être très longue, hein, parce que j'ai essayé de faire vraiment le test le plus complet possible pour les personnes qui se posent la question est-ce que je vais la kickstarter ou non. Moi, comme d'habitude, c'est pas à moi à répondre à la question, c'est à vous. Moi, je vous montre et vous tirez vos conclusions. Mais si vous avez apprécié, si ça vous a aidé, à choisir une bonne machine ou une mauvaise, hein, voilà, c'est vous qui tirez votre choix, ou à éviter un achat, et que vous voulez me remercier, il y a plusieurs moyens de le faire. Premièrement, le boost, c'est le fait de visibiliser la vidéo, le like, le partage, le commentaire, donc ça c'est les meilleurs moyens de le faire. Une autre manière de pouvoir le faire, c'est si vous l'achetez, si vous la kickstartez, il y a un lien affilié. Passez par mon lien affilié, hein, ça me fera un petit peu de sous et ça fait toujours plaisir les sous. Et enfin, une autre manière de pouvoir m'aider, c'est qu'il y a le bouton Super Thanks si vous avez envie. Voilà, donc je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo. Je vais pas remettre le générique ce coup-ci, mais on va passer tout de suite aux caractéristiques. Bon alors, qu'est-ce que propose Snapmaker avec cette machine? Donc le petit bandeau est parti. Donc il s'agit de cette machine-ci, hein, la Snapmaker U1. Alors pour le moment, elle est toujours en Kickstarter, donc on peut regarder quelques infos ici, mais on va aller regarder les infos sur la campagne Kickstarter à proprement parler. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, c'est une campagne Kickstarter qui s'annonce quand même pas mal, hein, puisque au moment où j'enregistre, il reste 30 jours à la campagne, donc vous avez encore le temps de vous décider. Et il y a plus de 11 millions d'euros, hein, sur un objectif de 85 000 euros, donc il y a 14 000 contributeurs. Je pense que pour eux, on peut dire que c'est une campagne réussie. Alors, qu'est-ce que propose Snapmaker avec cette machine? Donc on a une machine avec 4 têtes d'outils, ce qui veut dire que, contrairement en fonctionnement par exemple d'une Bamboo Lab où on a une tête d'outil et un système multicouleur sur le côté qui va permettre de changer le filament pour venir rentrer toujours dans la même tête d'outil, ici on n'a pas les problèmes qui sont liés, donc perte de vitesse et génération d'énormément de poops. Ça permet, donc ça promet une impression multicouleur plus rapide et plus économe en filament, à l'image un petit peu de ce qu'on a avec la Prusa XL. Donc ils annoncent une machine qui est très rapide, qui est monitorée par de l'intelligence artificielle avec une application de contrôle,
une Smart Calibration, donc une calibration smart. On a un système de... Donc l'alimentation en filament se fait de manière automatique avec ce qu'ils appellent un feeder sur le côté, et ils nous disent ben, faites-nous confiance pour kickstarter la U1 puisque on a déjà eu des projets qui ont réussi. Donc Snapmaker est pas une petite marque comme ça connue qui lance son premier projet, inconnu pardon, c'est une marque qui est établie et réputée, qui sort des excellentes machines depuis un bon moment, donc c'est plutôt un gage de qualité. Et ils disent qu'on a 1 an de garantie, mais pour nous, le public européen, chinois, enfin en tout cas européen, on a 2 ans. Ils livrent à travers le monde et il y a un service professionnel, enfin voilà. Donc ça c'est un petit peu ce qu'on peut voir pour le moment. Alors il y a quelques-uns, donc j'aurais dû sortir ma vidéo plus tôt et puis voilà, j'ai pas pu. Peut-être qu'elle aurait été affichée là. En tout cas, j'espère que la vidéo que vous allez voir ici répondra à la plupart des questions que vous avez, puisque j'ai vraiment essayé de faire une vidéo qui est extrêmement complète sur, en gros, tout ce que quelqu'un qui envisage d'acheter cette machine doit savoir. Alors, un point qui m'avait été demandé, c'est de passer en revue les add-ons, donc les accessoires complémentaires qu'on peut demander au moment où on prend la machine. Alors, il y a un caisson supérieur pour pouvoir la fermer avec une chambre, donc un système de chauffage et un système de purification d'air qui, si vous le prenez au moment du Kickstarter, ne vous coûtera que 149 $. Sinon, après, si vous l'achetez pendant la phase de commercialisation de la machine, ce sera 249 $. Vous pouvez aussi, en option supplémentaire, prendre des buses. Donc ça, c'est aussi dans l'idée de travailler avec du filament technique. Donc des buses en acier renforcé à 49 $ pour les 4 au lieu de 79 $. Vous pouvez prendre un bundle de filaments avec une puce RFID, et donc il y a un bundle de 4 kg pour 59 $ ou de 8 kg pour 99 $. Il y a le système Snap-Dryer, on en parlera plus tard dans la vidéo, dans la partie questions-réponses, qui est achetable moins cher pour le moment. Donc le système, c'est un dryer et 4 boîtes à 119 $, et on peut avoir une feuille, enfin un PEI supplémentaire pour 29 €. Donc ça, c'est au niveau des options qu'on peut prendre au niveau du Kickstarter. Alors au niveau du Kickstarter, eh ben, il y a des pledges, donc des paliers qui sont plus disponibles. Les plus intéressants évidemment ne sont plus disponibles au moment où ma vidéo sort, mais on a un palier ici à 799 $ qui permet d'avoir l'imprimante. Ça inclut les taxes et les douanes, mais en tout cas pour le marché européen, américain, anglais et puis d'autres marchés, mais ça exclut les frais de port. Donc il faudra rajouter les frais de port, et on peut également avoir les add-ons si on veut. Alors au moment où je fais la vidéo, il en reste 87 sur 4000 et c'est pour une livraison prévue en novembre 2025. Alors on a un autre qui est exactement au même prix, ça on m'a déjà posé la question. La seule différence qui fait entre les deux, c'est que c'est livré un mois plus tard, et là on a un peu plus de quantité disponible. Alors on peut aussi avoir des bundles si jamais on veut en acheter 2, donc avoir un prix plus intéressant. Là c'est livraison en novembre et on arrive à 1498 $, toujours avec les mêmes conditions, c'est-à-dire inclus les taxes et les frais de douane, mais pas les frais de livraison. Et puis les autres paliers sont épuisés, les paliers les moins chers. Alors on peut faire une petite simulation, imaginons que je veux commander celle-ci, que je veux livrer en Belgique, et ben le frais de livraison c'est 50 $ supplémentaires. Bon, en France c'est pareil, donc vous voyez c'est pas très excessif pour nos produits, enfin pour nos pays européens. Si vous êtes en République dominicaine, c'est 200 $, désolé pour vous. Et donc on arrive à 849 $ pour la machine avec les frais d'expédition. Alors imaginons, je me prends les buses en acier renforcé, le caisson, et ben j'arrive à, alors un coup de pouce, on va dire que non, j'ai déjà assez donné. On arrive à 896 € pour la machine entre guillemets relativement complète, c'est-à-dire avec le caisson, les buses qui permettent d'imprimer du filament technique, en tout cas de l'abrasif
Voilà, donc l'intérêt si on prend le caisson. Alors au niveau du caisson, chose à savoir, il permet de monter la chambre jusqu'à 50 degrés et de maintenir stable la chambre jusqu'à 50 degrés. Ça fait donc une machine qui a une capacité d'imprimer avec du filament technique, mais pas non plus une machine faite pour du filament technique de manière habituelle. Si vraiment, enfin pour être tout à fait honnête, si vous voulez faire que du filament technique et du hyper technique et que vous voulez faire du multicouleur de temps en temps, c'est peut-être pas la solution à envisager. Attention aussi un point sur le caisson, hein, vous voyez que c'est prévu à partir de mars 2026, donc on l'aura pas tout de suite le caisson. Bon, et au niveau des caractéristiques chiffrées, qu'est-ce qu'on voit? Donc on a les 4 têtes d'outils incluses, hein. Le prix, ça c'est important à savoir, ça inclut les 4 têtes d'outils. On peut pas choisir une avec une seule tête d'outils et puis qu'il faut payer pour en avoir plus. La buse peut monter jusqu'à 300 degrés, ce qui limite aussi certains filaments techniques qui doivent monter beaucoup plus haut. Moi j'ai testé dans la vidéo, vous le verrez, les filaments techniques qui gèrent cette température-là. Et la machine inclut également un ventilateur auxiliaire, donc ça c'est plutôt utile. Le plateau peut monter qu'à 100 degrés également, ça aussi c'est un point à savoir. Alors la machine intègre du Wi-Fi, mais il n'y a pas de port RJ45 et il y a une mémoire, hein, il y a 26 Go de stockage en eMMC. On a une caméra pour la chambre à 2 mégapixels et elle supporte le RFID pour la détection des bobines. Donc voilà, alors au niveau du slicer, ils ont un slicer SnapMaker Orca qui est une version adaptée de SnapMaker et elle sera amenée à fonctionner avec SnapMaker. On a également une app que je n'ai pas vraiment testé ou que je vais peut-être tester, je sais pas encore, hein, vous verrez bien dans la vidéo si elle est là. Et c'est une machine qui tourne sous Clipper et vous verrez dans les questions et réponses, on me pose la question de savoir si on a accès au SSH et je vous laisse aller aux questions-réponses pour avoir la réponse plus complète. Alors on a d'abord le manuel qui, moi dans l'exemplaire que j'ai reçu, est uniquement en anglais, mais très fourni et très illustré, imagé. Un petit guide de sécurité au cas où, un cordon d'alimentation parce que c'est mieux, du dessicant, comme ça il n'y a pas d'humidité dans la boîte, une jolie boîte avec plein de choses dedans, une boîte dans la boîte, tant qu'à faire, jouons aux poupées russes. Dans cette boîte, une série de choses, des outils, spatule, des tubes PTFE, une buse. À ce stade-ci, je ne sais pas si c'est une buse de rechange ou, vu qu'il y en a une, je dirais une buse de rechange. Bref, plein de petits accessoires. Une boîte en plastique qui, à mon avis, est le cache de quelque chose, mais on verra quoi plus tard. Alors, alimenteur, feeder pour le filament, c'est en plastique. 4 supports de bobines, des petites plateformes pour nettoyer les buses, il y en a une pour le côté gauche, une pour le côté droit. Et 4 têtes d'outils comme ceci. Alors c'est en plastique, mais c'est du plastique qui a l'air quand même assez qualitatif. Donc voilà pour le contenu du packaging. Il y a évidemment l'imprimante que je vais poser sur la table tout de suite. Comme vous pouvez le voir, on est sur une machine qui est de coloris blanc, blanc-gris. On a un écran qui est directement intégré, qui n'est pas orientable. Ça c'est un point que je trouve probablement dommage, parce que en fonction, moi par exemple quand je suis dans mon atelier, si je la mets un peu haut, ça va, mais si je la mets un peu bas, le fait que ce soit pas orientable, ça peut être un petit peu ennuyant. L'ensemble de la machine est en plastique, mais un plastique un peu à l'image de ce qu'on va retrouver chez les bambous H2D, un plastique qui est quand même de très haute qualité, ça respire pas du tout le cheap. Alors j'ai pas mal de petits scotch à retirer, donc ils ont essayé de bien emballer ça, et fait notable avec du collant qui ne reste pas marqué sur la machine. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, après avoir retiré les petits scotch de partout, les petits autocollants de partout, on peut découvrir la machine, donc avec une porte qui, elle, est en verre trempé. Le magnétisme de la porte est très bon. Alors, c'est une imprimante qui pourra être fermée, mais pour le moment, on n'a pas de capot supérieur, hein, donc il n'y en a pas un qui est livré avec, et il n'y en a pas encore disponible à la vente pour le moment, mais ça fait partie des choses à venir. Donc pour le moment, voilà, hein, elle ne sera pas entièrement protégée des risques de vent. Hein. J'ai encore un petit papier collant ici.
de vent ou de changement de température lié au type de filament que vous souhaitez imprimer. À l'intérieur, eh ben, ça, ces trucs jaunes qui sont ici des pièces à imprimer, peut-être. Donc, je rappelle que c'est une version prototype que j'ai ici. Je suppose que dans les versions finales, ceux-ci qui sont en fait des bloqueurs pour éviter qu'il y ait de la casse pendant le transport, ça, c'est imprimé. Je suppose que ce sera moulé une fois que ce sera en version finale et commercialisé. Sur le côté, vous voyez qu'on a une forme où vient se dessiner les bobines. Et donc, on viendra mettre... Alors, il y a des numéros, donc je vais pas fixer tout de suite pour voir exactement s'il y a une différence ou pas, si c'est important de mettre dans le bon ordre. Mais en gros, on viendra mettre les supports de bobines comme ceci. Et ça, c'est certainement pour venir fixer les feeders. Et donc, effectivement, en fonction des numéros ici, on viendra fixer les feeders de ce côté-là. Et on a un câble à brancher. Alors, sur l'arrière, en voyant les photos, j'avais l'impression qu'ici, c'était ouvert. Et en fait, c'est pas ouvert ici. On a une vitre qui est en acrylique, je pense, c'est pas du verre trempé. Et on a le passage des tubes PTFE ici pour en fonction des différents feeders. Donc très certainement le feeder sera sur le côté, 2 tubes PTFE partiront de là et là. Et il y a, je vous montrerai après, mais il y a les numéros sur le dessus, donc les numéros ont de l'importance. L'autre côté est strictement comme le côté précédent, avec la place pour mettre les bobines et la position des, la place pour mettre les supports de bobines, pardon, et la position des bobines. Et par contre, alors vous allez dire, j'aurais pu me laver. Oui, effectivement, le plastique prend bien les traces de doigts. C'est pour ça que je pense que les Chinois, ils utilisent toujours des gants quand ils font des présentations de leur machine. Bon, voilà, hein. Faites attention, si vous voulez pas laisser des traces de doigts disgracieuses sur la machine, eh ben, pensez à vous laver les mains avant de la manipuler. Alors, à l'intérieur, enfin, par le dessus de la machine, on peut voir ici qu'on a la tête d'outil avec 2 tiges en carbone. Bon, ça, c'était ce qu'on retrouvait sur la première X1C. Ça avait des avantages, mais ça avait aussi des inconvénients, notamment qu'il fallait l'entretenir un petit peu plus souvent. Dans les dernières versions, ils sont passés sur des rails linéaires plats. Moi, je préfère. Bon, hein, à voir à l'utilisation l'impact. Mais voilà, hein, peut-être que... Enfin, voilà, je suis peut-être pas en mesure de critiquer le choix technique, mais je constate. Alors, on a ici le porte-outils avec l'emplacement des 4 têtes d'outils à venir placer. On regardera un peu plus tard dans cette vidéo la procédure de montage et de mise en service. Alors, à l'intérieur, on a un ventilateur auxiliaire d'un côté et de l'autre côté, on a 2 LED. On a un système de courroie qui fait tout le tour, donc ça, c'est relativement classique. Je regarderai après ce qu'il en est de la tension de la courroie et comment est-ce qu'on peut régler la tension de la courroie. On a également ici une petite caméra avec un film de protection que je vais retirer. Voilà, et comme vous voyez, j'ai encore du tape à l'intérieur. Alors sur l'arrière, on a un cache qui peut se retirer relativement facilement, mais qui ne tombe pas facilement, qui nous permet d'avoir accès à certains câblages et à pouvoir déclipser la partie arrière au besoin. Et une fois le cache mis, eh ben, c'est très propre. Et en fait, c'est pas à l'arrière, mais c'est à l'avant, hein. Je m'y perds un peu. Et à l'arrière, cette fois-ci, réellement, donc, on l'a vu, l'emplacement pour les tubes PTFE, donc pour l'alimentation de chaque tête d'outil, avec un port USB qui arrive, USB-C, qui arrive directement dans la tête d'outil. On a vu les petits câbles tout à l'heure. Voilà, et les têtes sont numérotées. On a également des petits mousses ici. Je pense que c'est prévu pour accueillir à un moment donné le dessus d'un caisson, mais c'est pas encore disponible au moment où moi j'enregistre cette vidéo. Enfin, le dessous de la machine ressemble à ceci, hein, donc voilà, encore avec des courroies qui circulent, rien de vraiment particulier, hein, des pieds. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai un pied plein et des pieds vides. Peut-être que ça a un sens, peut-être que pas, je sais pas. Toujours est-il que voilà. Et enfin, au niveau de la tête d'outil, hein, donc au niveau du chariot pour prendre la tête d'outil et la tête d'outil, on voit qu'on peut retirer un petit cache ici qui permet de venir changer la buse au besoin. Et sinon, c'est un système magnétique qui va venir prendre la tête, hein, dans le chariot, mais je vous montrerai le fonctionnement plus tard. Et voilà pour le tour d'horizon de la machine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder la procédure de montage et d'installation des têtes, la mise en service
la calibration et tout le reste. Allez, c'est parti. Bon, alors on va procéder au montage. Je vais quand même regarder un peu le manuel, hein, même s'il y a des choses qui paraissent assez spontanées ou assez naturelles. Bon, alors on va d'abord retirer des trucs à l'intérieur de la machine, hein, c'est pas très compliqué. Il faut retirer des vis à tous les endroits où vous voyez ici une petite flèche rouge. On en a 8 à retirer en tout. Alors, ils fournissent les outils qu'il faut pour dévisser, mais moi, je suis un rebelle, donc j'utilise mes propres tournevis. Alors quand c'est dévissé, on les retire et on les garde, hein, parce que si on doit déplacer la machine, déménager, ce sera toujours utile pour protéger notre machine. Ensuite, à l'intérieur, on a encore un petit peu de mousse à retirer. Alors ensuite, on va venir mettre les filaments feeder. Il faut faire attention, donc on a les chiffres 1, 2. Là, ça dit L, c'est que c'est ce qu'on vient mettre à gauche. R, c'est ce qu'on vient mettre à droite. Et ça correspond aussi au chiffre qu'on a vu sur le dessus de la machine. Donc ici, on est sur le côté droit de la machine, hein, droit quand on regarde la machine en face de nous. Et on vient attacher le filament feeder. Alors d'abord, évidemment, on le branche. Ensuite, on vient le positionner, hein, comme vous voyez ici, avec les chiffres qui sont sur l'avant, donc le blanc qui va vers l'avant. Et on fait évidemment ça des deux côtés. Alors, petit truc, hein, petite astuce, puisque moi, ça m'a posé un problème. Si jamais à un moment donné, vous avez besoin de le détacher, eh ben, il y a un petit, vous voyez, un petit bloc ici. Il faut appuyer dessus. Alors, du côté droit, il est sur le bas. Et on pousse, parce que si on le fait, on y arrive. Si on le fait sans, on n'y arrive pas. Donc, si on appuie ici, hop, ça débloque et on peut le détacher. C'est bien à savoir. Alors ici, on va prendre les tubes PTFE et puis simplement venir les relier aux entrées correspondantes. Hein, donc le 1 avec le 1, le 2 avec le 2. Rien de bien compliqué à ce niveau-là. Juste un petit dommage. Alors c'est une version prototype de la machine que j'ai. Donc le packaging peut changer, mais c'est pas très clair. Il pourrait y avoir une petite étiquette ou un label qui dit ben ça c'est les tubes de 4 mm, ça c'est les tubes de 2 mm. Plutôt que de devoir, ou 6 mm, plutôt que de devoir prendre un pied à coulisse et vérifier de ne pas faire de bêtises. Et on fait ça des deux côtés. Alors ensuite, on va venir mettre les supports de bobine. Là, il y a également un chiffre dessus. Alors, à mon avis, c'est plus pour reconnaître facilement que vraiment une nécessité de correspondre à ça, mais on va quand même pas prendre de risque. Et donc, pour les mettre, on vient simplement les clipser dedans. Voilà, comme ceci. Ça fait un gros bruit, mais c'est normal. Et là encore, on le fait des deux côtés. Alors ceci, dans l'unboxing, je vous avais dit, je sais pas, c'est quelque chose pour mettre à l'arrière. En fait, c'est une poubelle, donc pour récolter les purges de filaments et le nettoyage des filaments. Et ça, ça c'est vraiment bien. Alors, pour l'installer, on vient avancer le chariot et on vient le glisser simplement. Hein. Vous voyez, on a des petits cales pour le glisser. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, comme ceci. Donc, moi, je trouve ça pas plus mal. Alors maintenant, c'est là que les choses sérieuses vont commencer, hein, puisque on va devoir installer les têtes d'outils. Alors première chose à faire, c'est de venir vérifier que on est bien aligné. Donc il faut que ceci soit complètement sur la gauche. Donc on vient l'aligner manuellement pour que ce soit sur la gauche de notre tête d'outil, comme ceci. Et on vient prendre notre tête d'outil, les lignes jaunes vers l'avant, et on va faire rentrer cette petite barre ici à l'intérieur, comme ceci. Il faut donc s'assurer que ça tient grâce aux aimants et qu'en même temps, notre tige soit bien mis ici, de ce côté-là. Et on fait ça pour les 4 têtes. Et voilà, les 4 têtes sont déjà positionnées comme il faut. C'est, je dois avouer, vraiment pas compliqué par rapport à imprimantes multitêtes que j'ai déjà pu essayer, qui sont pas vraiment compliquées, mais ici, c'est vraiment très simplifié au maximum. Ensuite, on vient prendre tous nos petits câbles ici et on vient les installer. Alors, il faut une pince coupante parce qu'il y a des colliers de serrage qui viennent tenir ça. Alors, on essaye quand même que ce soit pas tout emmêlé pour faire quelque chose comme ceci, de bien droit. Alors, on vient brancher dans une des têtes. Il faudra fixer avec des vis après, mais on vient brancher une partie du câble là. Et puis la deuxième, on a un support de câble qu'on doit venir visser également après avoir mis la deuxième partie du câble. Donc on a une configuration comme ceci et là on a des petites vis et on vient visser.
Alors maintenant que c'est fait, on prend les tubes de 6 mm et on vient les installer depuis la tête d'outil, hop, jusque ici. Et puis avec des petits clips qui sont fournis, on vient relier ceci ensemble. On vient clipser ça sur 3 points et on fait ça avec toutes les têtes. Et voilà, ça donne quelque chose de tout propre comme ça. C'est bien pensé, les tubes PTFE sont bien fixés, hein. Vous voyez, ils se clipsent dans cette espèce de guide. Et après, ici, les clips sont bien pensés et on peut pas se tromper. Il y a 2 diamètres pour les clips, hein. Ici, celui de 6 mm pour le tube PTFE de 6 mm et celui-ci pour la prise de courant, enfin, pour l'autre câble. Voilà. Bon, alors globalement, la machine me donne un sentiment très très positif. On peut voir qu'elle est plutôt jolie, enfin ça c'est un style. Moi j'aime bien le style blanc et noir comme ça. Je l'aime bien dans cette gamme-là. Alors elle ressemble fort à probablement une concurrente, hein, ou pas concurrente, mais concurrente dans le multicouleur, on va dire, pour dire clairement une Bambu Lab. Je trouve qu'elle reprend un peu le design d'une H2D. Il y a des éléments qui sont sympas, il y a des éléments que je trouve un tout petit peu disgracieux. Et notamment, moi j'aime pas beaucoup, alors vous le voyez plus tard dans la vidéo, là j'ai la flemme de bouger la caméra, mais le fait que le ventilateur soit jaune, je trouve que ça fait jouet. En parlant de jouet, donc la machine est de très bonne qualité, ce sont des plastiques de très très bonne qualité, mais j'ai un tout petit souci simplement d'image de marque par rapport à Snapmaker, c'est que pour moi Snapmaker, ça reflète quand même vraiment les machines sérieuses, artisanales, pour bien construite, solide, rigide, en métal. Et ici, on est sur une gamme plus grand public. Alors, je pense que c'est voulu. C'est l'ouverture de la gamme de Snapmaker à un autre marché que simplement le marché des artisans. Et d'ailleurs, les rumeurs que j'ai entendues à propos du prix, au moment où j'enregistre, j'ai pas encore les prix, mais les rumeurs que j'ai entendues à propos des prix situent la machine en dessous de 1000 €. Alors, pour une 4 têtes, c'est vraiment intéressant par rapport à ce qu'on voit, les prix de la concurrence en 4 têtes pour le moment, et même à des prix allant aux alentours de 700 € en fonction des paliers sur Kickstarter. Donc si on est rapide ou, enfin voilà, j'ai pas les détails, on verra au moment de sortir, on verra si j'ai plus de détails. Toujours est-il que malgré ce changement de positionnement, dans sa position, la machine semble qualitative, utilise des plastiques de bonne qualité. J'ai juste le choix de tige en carbone pour l'axe X, c'est pas mauvais du tout, mais je me demande pourquoi Bambu en est revenu et est passé sur des rails linéaires assez épais. Et donc, s'ils l'ont fait, peut-être qu'ils ont estimé que c'était mieux. Je sais que les rails en carbone doivent être régulièrement, beaucoup plus régulièrement entretenus que un gros rail linéaire comme ça. Et donc, voilà, à voir. À mon niveau, je dois noter, mais c'est une machine de prototype, je le rappelle, que les courroies étaient un tout petit peu lâches, donc j'ai dû un petit peu resserrer, mais rien de dramatique. Et le système d'installation des têtes, vous avez vu, était quand même vraiment particulièrement bien pensé et rapide. Sur l'arrière, alors moi il y a un détail que j'aime pas du tout, c'est le positionnement de la clé USB. Alors il y a une mémoire interne, on n'a pas besoin tout le temps de la clé USB, on peut mettre mais en tout cas si on travaille en local, si on veut travailler avec la clé USB, c'est pas forcément pratique. La position sur l'arrière, j'aurais préféré sur l'avant, sur le dessus ou sur les côtés, mais vers l'avant. Voilà, donc ça c'est un point de détail. Par contre, on voit ici qu'on a un port pour un add-on, je ne sais pas encore pour quel add-on, mais la machine, c'est peut-être pour le caisson supérieur, c'est peut-être pour, je sais pas. Et on a également un autre port 6 pins ici au-dessus. Là, je pense que c'est le contact électrique pour le caisson supérieur qui devra venir plus tard. Bon, alors pour ceux qui veulent la hauteur de la machine, on a jusqu'ici à peu près 75-76 cm de haut. En profondeur, la profondeur de travail avec les tubes PTFE,
on arrive à peu près à 53 cm de profondeur. Et sur les côtés, avec les bobines, il faudra prévoir à peu près 65 cm de largeur au minimum, voire plus, pour avoir de l'espace, 70 ou 75 en tout, pour avoir de l'espace pour venir charger nos bobines. Donc voilà, si vous vous posiez la question pour les dimensions, et donc maintenant je vais l'installer à sa place dans l'atelier, comme ça je pourrai l'allumer et faire la calibration sans avoir besoin de la refaire une fois que je l'installerai dans l'atelier. Et on continue la suite de cette revue complète avec l'allumage, l'interface, la mise en route, la calibration et les premiers tests. Allez, c'est parti. Bon, alors voilà, au moment où on démarre la machine, on arrive sur une interface comme ceci. On peut voir ici 4 petits points qui vont correspondre à 4 points de couleur. Là, j'ai pas encore chargé des bobines, mais donc qui correspond aux 4 bobines. Ici, c'est en anglais. Je suis toujours sur une version bêta, je tiens à le préciser. Je pense que j'espère en tout cas qu'ils vont faire une mise à jour plus tard qui amènera le français. Enfin, j'espère pour vous, parce que moi, de toute façon, j'utilise mes machines en anglais. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'interface? On a d'abord un menu. Alors, ceux qui ont déjà utilisé une Artisan s'y retrouveront un petit peu. Donc, on a d'abord le menu ici Start qui permet d'imprimer des fichiers. Là, il y en a un qui est mis dedans. On a ici nos 4 bobines. Et donc là, pour le moment, il n'y en a pas et il n'y a pas de couleur puisque on n'a pas encore chargé de filaments. On verra ça plus tard. On a un bouton ici avec les différents réglages. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'on peut venir régler la température du plateau. Donc, c'est très classique. Allumer ou non les lampes LED. Modifier la vitesse d'impression en pourcentage en cours d'impression. Ici, on peut pas parce qu'on n'est pas en cours d'impression. Ou ajuster la vitesse des ventilateurs manuellement. Au niveau des têtes d'outils, vous pouvez voir qu'on a ici le menu Tool Head qui donne accès aux 4 têtes d'outils qu'on peut régler. Voilà, si je fais des tâches, il va aller chercher la tête d'outil. Je l'entends ici, hop, il fait un homing et puis il va chercher la tête d'outil. Voilà, donc ça, c'est si j'appuie sur détacher la tête d'outil. Au niveau des mouvements, c'est un menu classique avec les croix pour monter en Z par pas de 10 mm, 1 mm ou 0,1. La maison pour faire un homing. Et vous voyez, là, il est parti pour aller prendre la tête d'outil et il l'a pris très très vite. Je vous montrerai ça après dans la vidéo. Alors ici, on a tous les paramètres. Moi je suis un peu perturbé parce que cette ligne-là, pour moi, ça pourrait faire paramètres aussi. Mais bon, voilà, j'ai l'habitude maintenant. Donc, on a tous les paramètres. On peut venir lier notre compte. Donc, d'abord, ce connecteur Wi-Fi, on va le faire au passage. Là, il détecte mon réseau. Je vais venir taper mon mot de passe. J'ai tapé mon mot de passe, il a accepté. Donc, maintenant, il va venir générer une adresse IP. Voilà, j'ai une adresse IP pour la machine. Et donc, ça, c'est notre interface réseau. Donc une fois qu'on est connecté au réseau, vous voyez, on peut soit se connecter via l'application SnapMaker Orca directement, soit via l'application mobile. Alors on regardera après dans la vidéo l'application mobile, ça c'est une nouveauté chez SnapMaker et je l'ai pas encore utilisé. Et on vient venir choisir notre région. Moi, je suis à l'international et pas en Chine. Alors on a un mode LAN qui est possible et qui va déconnecter tous les services liés au cloud. Et donc, j'imagine l'accès avec l'application et autres dans ce mode-là. C'est pas mal, par exemple, pour les fermes d'impression. Au niveau des prix de préférence, on a une série de préférences qu'on peut venir choisir. Donc, le recouvrement en coup de coupure de courant, tout est décoché par défaut, ce sont des fonctions de base. La détection de fin de filament, un détecteur de warping et un détecteur d'échec d'extrusion. Donc, moi, je vais tout activer, on verra. Au niveau de la maintenance, les calibrations qu'on peut faire ou refaire. Donc on a le multitête, donc la calibration pour le multitête, pour la vibration, donc la compensation des vibrations et le leveling, c'est 3 calibrations qu'on peut faire et sont des calibrations complètement automatiques. Je vais les faire dès que j'ai coupé la caméra, mais voilà, donc il suffit de venir
choisir celle qu'on veut faire, appuyer sur Start et c'est bon. Je les ferai après. Et tout le Add Info, ben là ici pour le moment, moi je ne sais pas, il marche pas. Peut-être une question de firmware, mais en tout cas, à voir plus tard. Alors, Screen Time Out, ça permet de déterminer quand est-ce que l'écran va s'éteindre. 5 minutes, 30 minutes, jamais. Je vais mettre 30 minutes, c'est une économie d'écran. Et ensuite, dans About, on a le nom de notre machine, la capacité de stockage. Alors moi ici, c'est parce que j'ai une clé USB dessus, de 32 Go. Donc voilà, on voit qu'on a un peu les certifications. Bon, ok. Au niveau de la langue, donc l'anglais ou le chinois uniquement pour le moment. Et on peut aussi avoir une statistique sur notre utilisation. Pour le moment, moi, je ne l'ai pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis, c'est encore à être développé. Ce sera en tout cas la possibilité. Alors, tout en bas, on peut faire un factory reset. Comme ça, vous savez. Enfin, la dernière icône, pour le moment, ne me donne rien du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est commencer. Donc, voilà un petit peu pour l'interface et ce que vous avez lorsque vous le mettez en ligne pour la première fois. Pour le moment, ce que je vais faire, c'est faire la calibration. Donc, on avait ça dans Maintenance, Device Calibration et je les coche tous. Donc, il est parti, il va faire son homing, il chauffe et on se retrouve juste après. Alors voilà, il est parti, il fait sa calibration tout seul. On doit quand même intervenir un petit peu, juste à un moment, c'est qu'il faut nettoyer les têtes, nettoyer les buses, venir les frotter avec une petite brosse et puis appuyer sur suivant. Donc on a une petite intervention manuelle à faire, mais rien de bien compliqué. Bon voilà, c'est la calibration est terminée. J'ai, à part de temps en temps quand il me dit d'appuyer sur le bouton pour aller à suivant, donc on doit quand même rester devant. On n'a vraiment rien de compliqué à faire. Je précise parce que j'ai vu les questions passer sur Facebook. C'est pas une calibration qu'on se fait à chaque print. C'est une calibration qui prend un peu de temps. Vous avez vu les délais ça fait à peu près une demi-heure, 40 minutes pour faire l'ensemble de la procédure. C'est vraiment au déballage de la machine ou quand vous déplacez la machine dans l'atelier pour être certain. C'est pas quelque chose qu'on fait à chaque print. Et par contre, pour la calibration de l'alignement des têtes d'outils, c'est vraiment, on n'a rien à faire du tout, il fait tout seul et vous verrez plus tard dans la vidéo, au vu de la qualité des prints, il le fait bien. Bon alors voilà, je suis dans Snapmaker Orca, dans une version bêta ici pour le moment, puisque dans le test, la version de Snapmaker Orca qu'on va retrouver pour le moment, au moment où j'enregistre sur le net, n'inclut pas encore les profils pour cette U1. Mais on a ici une version bêta. Alors pour ceux qui connaissaient Luban et qui n'ont jamais utilisé avec leur Snapmaker Orca ou même avec aucune imprimante Orca Slicer, c'est nouveau pour vous cette interface. Pour ceux qui connaissent Orca Slicer et qui ne connaissent pas Luban et Snapmaker, ça vous parle. On est clairement dans un Orca pur et dur avec le seul ajout, c'est l'intégration de l'API réseau qui permet d'avoir de manière connectée son imprimante. Alors on va d'abord venir rajouter une imprimante et vous voyez que j'ai la Snapmaker U1 qui est là avec la buse de 0,4. Je la rajoute, j'ai 4 filaments possibles. Pour le moment j'en ai pas encore chargé, mais on est dans le fonctionnement de Orca Slicer ici, donc je ne sais pas encore à ce niveau-ci s'il y a une synchronisation avec la machine au niveau des filaments. Vous voyez ici, ça c'est l'interface de la machine, elle n'est pas encore connectée. Je vais rajouter la machine. Alors là on a rajouté ici les profils de la machine. Ici on rajoute véritablement la machine, celle qu'on a connectée sur notre réseau. Je vais d'abord faire une recherche sur le réseau, voir si ça fonctionne. À ce niveau-ci, j'ai pas l'impression que la détection automatique du réseau fonctionne, mais je rappelle, c'est une version bêta et je suis encore dans la phase prototype.
L'idée, c'est qu'au moment où ça sorte, il suffit que vous ayez votre machine connectée sur votre réseau, que vous cliquez, chercher un périphérique et que ça s'affiche là. Il y a une autre possibilité, c'est faire le lien avec un code PIN. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Il me dit d'aller vérifier le code PIN qui est sur la page sur la page compte du périphérique. Donc je vais aller le prendre et le noter ici. Et donc voilà, elle est connectée, hein. Donc on a l'interface ici avec les 4 têtes. C'est un peu petit, je trouve, mais bon, voilà. Ça pourrait être amené à évoluer. La caméra qui n'est pas activée et qui maintenant est activée. Donc là, on voit la vue de la caméra. C'est vraiment fait pour surveiller, peut-être faire un time-lapse. On verra à ce niveau-là. Et on a quelques contrôles. Vous voyez ici, si je clique sur Park Extruder, je trouve qu'à ce niveau-ci, pour le moment, hein, au niveau de la bêta, il y a de l'amélioration à faire sur l'interface. Ça, c'est certain. Sur l'interface de l'onglet Device. Notamment sur le fait que c'est tout petit. Mais je suis convaincu que ça va évoluer. Comme par exemple ici, là, il y a un petit switch et je ne sais pas à quoi il sert. Mais il sert. De toute façon, ici, c'est vraiment une vidéo sur la bêta, hein, sur ce que c'est dans le cadre du Kickstarter. Peut-être que plus tard je ferai une autre vidéo qui montre vraiment le fonctionnement dans la machine de production, quelque chose de stabilisé avec les dernières mises à jour, etc. Mais on peut déjà se faire une première idée de la direction dans laquelle ça va aller ici. Bon, alors maintenant c'est parti, hein, je vais retourner à l'imprimante, je vais mettre du filament, on va regarder comment on fait pour mettre du filament d'ailleurs au passage, et on va lancer les premiers tests. Bon, alors on va charger le filament, hein. Je vais commencer par utiliser du filament que j'ai reçu par la marque, hein, du SnapSpeed PLA, voilà, pour voir un petit peu les interactions. Plus tard dans la vidéo, je testerai avec des filaments tiers également. Ici, je ne sais pas s'il y a un système de puce ou pas, je me souviens plus. Bon, on va voir, pour détecter automatiquement la bobine. Je suis pas certain, je sais pas, à voir. On va voir juste après. Mais donc, c'est parti, hein. Je vais charger ça et puis je vous montre comment est-ce que ça se passe. Au niveau du chargement, c'est pas très compliqué, hein. On vient mettre sur le côté comme ceci, on clipse et on vient le faire rentrer dans le feeder qui est ici et ça démarre automatiquement. Il est parti et il y a manifestement bien, en tout cas avec ces bobines là, un système de puce qu'il a automatiquement détecté. Alors là c'est blanc sur blanc, hein. Je vais le faire avec l'autre bobine, mais vous voyez que c'est écrit PLA. Et voilà, je l'ai inséré et je dois avouer que la détection est hyper rapide. Donc je l'ai mis, paf, quasi tout de suite après, il l'avait détecté. Donc on est bien sur du PLA vert ici. Bon, alors voilà, j'ai associé mes couleurs. Ah, pour le moment, il n'y a pas encore d'association automatique entre les couleurs, entre le périphérique, hein, vous voyez ici, et la machine, c'est prévu. Mais là, pour le moment, dans cette phase de test, je ne l'ai pas encore. Donc, je vais déjà faire un premier print d'une pièce en une couleur. On va déjà voir si comme ça, c'est bien calibré et ça fonctionne bien. Donc, c'est du SnapMaker PLA SnapSpeed que j'ai. Il y a le profil d'impression, donc je ne vais rien changer pour tester, simplement comme ça. Et je vais me trouver un petit modèle. Bon, et voilà, j'avais besoin d'une petite poignée comme ça pour mettre sur un capot pour mon Wash and Cure, hein, pour mon imprimante résine. Donc c'est pas mal comme fichier parce que ça va permettre de voir aussi comment est-ce qu'il gère un peu les surplombs. Donc je vais imprimer ça en blanc, hein, donc comme ça, hop. Je mets la couleur blanche. Il me dit qu'il en a pour 30 minutes. Je peux cliquer ici vu qu'on a relié et normalement si je fais Upload and Print, ça lance l'impression tout de suite. Et ça, ce serait quand même vraiment bien. On voit qu'il charge une petite interface comme ceci. Je choisis l'imprimante. Je peux venir choisir la couleur que je veux dans l'imprimante. Donc ici, je vais bien mettre le blanc. Donc sur le port 4. Je choisis, si je veux une calibration du flux, un auto-leveling et le time-lapse. Je vais choisir les trois. Et je clique sur Envoyer. Et voilà, mon tout premier print. Alors, ça s'est bien imprimé, pas trop. Bon, oui, j'ai fait en filament blanc parce que j'en avais besoin en blanc. C'est pas ce qui se voit le mieux. Mais le tout premier print, c'est bien imprimé. Au niveau des surplombs, c'est plutôt propre. Donc, voilà. Hein, moi, ça me convient.
Alors voilà, pour le print d'après, puisque ça c'est bien imprimé en couleur unique, hein, comme vous l'avez vu, je vais venir faire un test en 4 couleurs, vu que c'est l'intérêt de cette machine. Alors j'ai ici un petit fidget que vous pouvez voir ici. J'ai mis les 4 couleurs, c'est en PLA, et vous voyez que ça va me prendre 1h35 à être imprimé, pour 37 grammes de filament au total, donc à la fois pour le modèle et pour la tour de purge. Là où, avec l'alternative qui est donc sur la Bamboo H2D avec un AMS 4 couleurs, où je mets 4 couleurs les mêmes et avec les mêmes paramètres d'impression, j'arrive ici à 5h35 d'impression totale pour 110 grammes de filament, parce que en plus de la tour de purge, il va avoir des poups et puis il va y avoir tout le système de multicouleurs qui est différent. En tout cas, d'un point de vue technique et sur le papier, ce système de multicouleurs à différentes têtes offre ce double avantage de gagner en vitesse et de gagner en quantité de filaments, d'éviter de perdre trop de filaments dans la logique d'impression multicouleur. Bon, alors voilà, ça a imprimé en 4 couleurs. Pas de difficulté, la première couche était vraiment très bien et la précision dimensionnelle y est aussi, puisque j'ai pas du tout de souci à faire tourner le petit Rotary. On va maintenant essayer quelque chose d'un petit peu plus ambitieux. Bon, alors voilà, maintenant qu'on a vu que ça fonctionne en 4 couleurs, on va essayer quand même quelque chose d'un petit peu plus ambitieux et qui permettra peut-être de se poser la question de la qualité d'impression également en 4 couleurs. Je vais trouver un modèle et on va regarder ça. Alors je vais essayer avec ce dragon. Alors bon, les couleurs que j'ai sont pas forcément adaptées au dragon, mais on va voir si j'arrive quand même à faire quelque chose de sympa avec ces couleurs. Je vais d'abord l'agrandir un petit peu, voilà, comme ceci. Alors l'idée, c'est, il n'y a pas encore le preset en 0.10, mais donc on va le faire, on va le créer. Allez, on va dire en 0.12, et je vais donc lui faire une petite mise en couleur. Alors de base, je vais le mettre en blanc. Bon, alors voilà, effectivement, les couleurs sont affreuses, mais c'est pas grave. Ça permettra de voir un petit peu le résultat, ici en 0.12. Et puis, je vais encore une fois comparer avec ce qu'on peut obtenir sur une Bamboo H2D en termes de temps et de filaments utilisés. Alors, il faudra quand même mettre des supports. Je vais lui demander de générer des supports de type arbre automatique. Et voilà, donc il en a comme ceci pour 1 jour et 3 heures et pour 413 grammes au total, avec 278 grammes pour le modèle, 59 grammes pour le support et 75 grammes de filaments perdus, enfin les supports aussi vous allez me dire, mais 75 grammes de purge avec la tour ici de nettoyage, donc 413 grammes au total. Je vais lancer l'impression et puis on va regarder si je fais la même chose sur une Bamboo H2D. Donc ici, je suis sur ma Bamboo, j'ai pris le modèle, je l'ai mis à la même échelle, donc 200 mm de hauteur. J'ai mis en 0.12, je me suis fait un filament avec les mêmes caractéristiques que dans Snapmaker Orca, donc un Snapmaker Speed, Snap Speed. Et au niveau de la résistance, j'ai mis les mêmes caractéristiques, donc c'est-à-dire 2 parois et 10% de remplissage en gyroïde. Pour le reste, on va désactiver le brim, comme de l'autre côté, demander des supports arborescents. Et en fait, j'ai commis une petite erreur ici, je vais corriger puisque je suis en 0.12. Ça ne va pas changer grand chose, mais on regardera après. Donc ici, hop, je vais augmenter un petit peu. Voilà, je préfère faire comme ça. Et je vais mettre en couleur de la même manière. Donc d'abord la base en blanc. Alors je vais pas réussir à faire exactement la même mise en couleur, mais ce sera quand même marginal la différence entre les deux.
Et bah voilà, hein, le modèle, je pense que il est peint de la même manière. Les petits ongles en bleu, ce qui est le cas ici, l'herbe verte, l'intérieur des pattes en jaune, les oreilles oui. Donc maintenant, si je fais celui-là et que je voulais l'imprimer sur bambou, alors la comparaison avec la bambou, hein, donc il y a deux configurations. Si on utilise avec, imaginons que ce soit une bambou P1S, X1C, on va être à peu près à la même chose si on est sur une seule buse. Donc avec un AMS et les 4 couleurs sur une seule buse, vous voyez qu'on est à 3 jours et 2 heures pour 1,2 kg de filament. En comparé ici au 1 jour et 5 heures pour 413 grammes de filament, on voit nettement une différence. Alors avec la H2D, hein, ça c'est à savoir, vu qu'elle a 2 têtes, elle peut quand même optimiser ça. Alors je vais venir régler sur optimal. Et donc en attribuant une tête uniquement à une couleur, ici le blanc qui est dominant, et les 3 autres couleurs dans l'AMS, on y gagne. Donc on est à 1 heure et 23 heures, hein, et 729 grammes. Alors on y gagne par rapport au fait de n'utiliser qu'une tête et un AMS. On y gagnera alors par exemple par rapport à une X1C ou par rapport à une P1S ou une A1 normale. Mais par contre on n'y gagne pas par rapport à une 4 têtes comme ici, où en termes de quantité perdue, eh ben, on en a quand même vachement moins. Et en termes d'heures, eh ben, on gagne combien? 18 heures. Donc c'est pas mal quand même aussi comme différence. Bon alors voilà, le premier print a l'air de s'être bien passé. Je vais retirer les supports et on va regarder ça de plus près. Petit détail quand même, hein, vous voyez on a une tour de purge, évidemment. Ça on va pas pouvoir faire sans, enfin si on peut, mais on prend le risque de mélanger des couleurs et qu'après ce soit pas top. Mais dans la photo que j'avais publiée, certains avaient remarqué qu'il y avait un petit bac de purge et s'étaient étonnés du fait que Snapmaker dit qu'on peut imprimer sans purge et qu'on a un bac de purge avec un peu de purge à l'intérieur. Alors cette purge, c'est pas du tout au moment de l'impression, donc c'est pas quand on change de couleur il va purger, c'est au moment où on met du filament, hein, ou qu'on rentre et qu'on sort du filament, il va purger un petit peu. Donc ça c'est en fait dans toutes les machines multitêtes, et au moment où il va lancer l'impression, il fait quand même un petit test d'extrusion. Et donc voilà, on a quand même un minimum de purge, mais enfin on a un minimum de purge, hein. On a ceci au niveau du modèle, c'est pas la mort quand on voit ce qu'on a avec les systèmes style AMS, ACE, CFS et autres du genre. Bon, ben voilà ce que ça donne. Alors le profil au niveau des supports doit être encore un petit peu optimisé. Donc les petites marques de couleurs qu'on peut voir en fait sont les marques des points de support. Mais sinon pour le reste c'est quand même vraiment plutôt propre. Voilà, donc je dirais que ça c'est un test qui est réussi. Alors pour un prochain test, ben, je vais imprimer celui-ci, hein, donc c'est une petite horloge, alors il faut mettre un mécanisme. Voilà, ça fait partie des STLFix, des derniers trucs qui sont sortis. Voilà le modèle non peint, donc tout noir. Je vais venir faire une petite mise en couleur avec les outils de mise en couleur. J'ai déjà mes bonnes bobines qui sont prêtes, hein, le noir, le couleur os, une couleur dorée et une couleur pierre. Et voilà ce que ça donne une fois la mise en couleur. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'imprimer. Je vais quand même le slicer pour voir. 9h57 pour l'imprimer. Des petits supports là en dessous. Voilà, quelques petits supports sur le côté. Mais je sais même pas pourquoi ils sont... Enfin, bref, on va les laisser. Donc voilà, ben, c'est parti. Alors, on a quand même une petite tour de purge. C'est mieux. On a un minimum de déchets, mais pas énormément de déchets. Alors pour évaluer le bruit, ben, je me suis mis à 1 mètre. J'ai ici un sonomètre et ben, on va regarder. C'est la seule machine qui tourne dans l'atelier.
Donc on a un bruit à 1 mètre qui oscille entre 53 et 56-57 décibels. Bon, alors on va évaluer le changement d'outil, hein. Voilà, vous voyez, il change d'outil, le temps qu'il met avant de repartir. Et voilà, il est reparti sur une impression. Donc, quand il dit 5 secondes, il triche peut-être. Moi, j'ai calculé 6 secondes, entre 6 et 7 secondes. Mais en tout cas, c'est extrêmement rapide. Ça, c'est une réalité. Pour ceux qui se demandent, alors on va déjà le regarder, hein. Voilà, donc les profils ici, je vois quand même qu'au niveau de la qualité d'impression, il y a une optimisation. J'ai vraiment pris les profils par défaut, j'ai pas calibré. Si vous voyez bien, on a du filament bambou, de l'autre côté c'est du filament Sonu, il y a du filament Prusa. Donc il y a un mélange de filaments et j'ai pas calibré les filaments. J'ai juste utilisé le profil qui est disponible pour le moment. Je rappelle encore une fois qu'on est en version bêta et qu'on n'a pas tous des profils et que normalement quand la machine arrivera, ce sera optimisé. Mais donc ceci c'est avec un mélange de filaments qui utilise le profil de base Snap Speed. Voilà, comme ça vous savez. Donc on a déjà quelque chose qui est, alors évidemment si on regarde vraiment de tout près, on voit plein de points d'amélioration au niveau des lissages supérieurs, etc. Mais moi, ça me paraît déjà très correct. Alors les supports, le profil de retrait des supports, ça me semble correct aussi. Et pour ceux qui se posent la question, parce que j'ai vu beaucoup passer sur... donc j'avais posté une image de l'imprimante à un moment donné comme teaser, et puis dans les questions qui revenaient souvent, c'était « Oui, mais Snapmaker dit qu'il n'y a pas de purge du tout, pourquoi il y a un bac de purge ?» Alors bon, on a un petit bac pour récolter les purges, et comme ça vous voyez cette impression-là, en termes de quantité et de déchets, ça représente ça. Hein, donc et hop, ça qui est la tour de purge, puisque la tour de purge, ça, bah, c'est utile pour éviter qu'il y ait des petits relents de couleurs et bon, finalement que ce soit pas bien. Alors si vous le voyez pas bien, hein, donc voilà la quantité de déchets générés par cette impression. Et encore, il y a un verre qui restait dans le truc qui n'est pas de cette impression-ci. Donc voilà au niveau de la quantité de déchets, hein. Moi, ben, ça me convainc assez quand même, hein. On n'est largement pas dans ce qu'on aurait avec une bambou. Je pense qu'on peut en convenir. Bon, alors pour être honnête, hein, il y a un vrai problème avec cette machine. C'est que ben, une fois qu'on est lancé, on peut pas s'arrêter. Donc voilà, hein, je me fais mes petites couronnes de décoration pour Halloween. Voilà, ben, et ça marche super bien. Voilà pour vous montrer un petit peu plus en détail. Alors ici c'est du filament tiers, hein, donc on est sur une espèce de gold antique bambou, et le blanc c'est du bambou aussi. Voilà, le blanc os, donc avec les profils par défaut, des profils standards. Je pense que j'ai pris des profils Snap Speed PLA. Pour le moment, aucun souci particulier. Alors la machine en tant que telle, pour moi, elle n'est pas vraiment prévue pour les filaments techniques, en tout cas pas en l'état. On a bien une porte et une vitre arrière, mais on n'a pas de caisson supérieur. Vous avez vu dans la vidéo, ou vous verrez dans la vidéo, je ne sais pas encore comment je vais faire mon montage, le caisson supérieur est prévu avec une ventilation et un système de réchauffement passif de la chambre, un peu comme était le cas de la première X1C. Enfin, de la X1C, hein, puisque avec la H2D chez Bambou, c'est un chauffage actif. Donc ça, c'est quelque chose qui doit venir. Moi, je l'ai pas, donc je peux pas tester. Hein, je l'aurai peut-être plus tard, mais pour le moment, je l'ai pas. Mais on va quand même voir, hein, puisque ça a été demandé dans un post que j'ai mis. Bon, mais on va quand même tester. Hein. Je vais tester quelques filaments techniques et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Alors, on va commencer gentiment avec du PETG. Ici, c'est un PETG de chez Flashforge que j'aime particulièrement bien. Donc, je pars d'un profil de générique PETG que je vais affiner en faisant des calibrations. Donc via l'onglet calibration ici, et le PETG que j'ai là, c'est un PETG de chez Flashforge. C'est un que j'aime particulièrement bien au niveau des couleurs, et pour le test je vais imprimer ceci sans aucun support pour voir également
les surplombs avec avec ce PETG. Et au passage, je vous montre qu'on a également accès via simplement l'adresse IP à une interface fluide. Voilà, pour ceux qui avaient envie de savoir si on avait accès comme ceci à une interface fluide, aux macros de Clipper, etc. Ben oui, c'est le cas, on a accès à tout ça. Et au passage, voici le bed. Alors on a quand même ici un delta à peu près de 0,25, donc moins 0,23 jusqu'à 0,21. C'est pas excellent, mais c'est pas non plus dramatique. Alors je rappelle qu'ici c'est quand même toujours un modèle de pré-série, mais dans les faits, j'ai imprimé comme ça et j'ai pas vu de problème de première couche. C'est acceptable, mais je vais quand même moi essayer d'obtenir un meilleur résultat. Bon, ben voilà, il s'est imprimé et rien à dire, aucune difficulté particulière pour imprimer ce PETG. Bon, alors maintenant qu'on a vu que ça avait bien fonctionné avec le PETG, je vais faire un autre test avec le même modèle en fait, mais en TPU. Alors pour le TPU, je ne sais pas c'est de quelle marque, mais c'est du TPU 95A, voilà, un TPU noir. Je vais essayer avec ça. Bon, alors, il s'est imprimé, c'est déjà ça. Par contre, je vois d'ici que c'est pas très propre, comme vous pouvez le voir ici. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai eu la flemme de déshydrater le filament ou si c'est parce que l'extrudeur a fait des petits couacs, mais on peut voir que sur le haut, il y a plein de petites bulles et on a, ça pourrait être soit des bulles liées à l'humidité dans le filament, soit des petits coups liés à l'extrusion qui s'est pas passé comme il faut. En tout cas, je peux pas considérer que c'est un test hyper réussi. Bon, je vais remonter le souci, mais vu que c'est une machine de pré-série, moi j'ai pas envie de commencer à me casser la tête, à bloquer l'extrudeur et compagnie. Donc je vais pas pousser le test TPU plus loin ici, parce que de toute façon, j'aime pas le TPU, donc j'en ai pas des masses à la maison, c'est pas quelque chose que j'imprime. Donc les 3 bobines que j'ai, c'est pas du 95A. Là j'ai du 95A et il passe pas bien, donc je vais pas faire un test en multicouleur. Donc voilà, pour le TPU je vais m'arrêter là. Je pense qu'ils disent qu'elle peut faire du TPU, donc voilà. C'est juste que moi avec la machine de pré-série, j'ai peut-être pas de chance de ce côté-là, ou c'est peut-être une question de profil. On verra. Bon, alors j'ai essayé d'imprimer du TPU avec un indice de dureté plus faible, c'est-à-dire du 75A, mais c'est pas passé du tout, donc ça s'enroule complètement dans l'extrudeur. Donc là, je vais pas me casser la tête ou prendre des risques de boucher ma buse ou l'extrudeur pour le test, donc pour moi ça c'est un test qui passe pas. Alors maintenant qu'on a vu plein de filaments classiques, même un peu techniques mais classiques, on va passer à des filaments plus techniques et voir ce qu'elle peut faire. Et je vais commencer avec un PET-CF de chez Kiddy. Bon, alors comme vous le voyez, aucun problème avec le PET-CF. On va passer à autre chose. Alors pour le prochain test, je vais essayer d'imprimer du nylon, donc du PA12CF, ici de chez Inslogic. Bon, alors je vais vous avouer un truc, je suis surpris parce que je m'attendais à ce que le nylon ne s'imprime pas avec la machine. Que ça colle pas, que ça tienne pas. Qu'on puisse tout simplement pas imprimer une pièce en nylon. Alors attention, ici c'est pas une pièce très compliquée à imprimer, peut-être que des pièces plus structurelles, notamment plus allongées ou étendues, ça va être plus compliqué. J'ai un atelier qui est bien isolé quand même, ça joue aussi, il n'y a pas beaucoup de vent, mais malgré tout, hop, si le focus veut bien se faire, voilà la pièce imprimée en nylon. Et j'ai pas grand chose à redire. C'est là, je dois avouer que je suis impressionné. Et donc on peut aussi se dire que on n'aura aucun problème à imprimer ça avec du nylon. Déjà moi ici dans un environnement qui est ouvert mais assez bien isolé, il n'y a pas de souci. Donc j'imagine qu'une fois qu'on aura le capot supérieur qui permet de maintenir une certaine température dans la pièce, moi ici la température il fait à peu près de 27 degrés. Et voilà. Moi franchement je m'attendais à ce que ce soit un test d'échec et c'est pas le cas. Je vais voir si je trouve des matériaux plus compliqués à imprimer. Alors j'ai pas de pic ici, là ce serait pas, de toute façon ça n'aurait pas fonctionné, mais on va essayer de l'ABS. Bon, alors j'ai trouvé du PA66,
c'est du nylon PA66 blanc et de l'ASA. Donc on va essayer ces deux matières. Bon, alors voilà, l'ASA, ça n'a pas marché. Ça s'est courbé, ça n'a pas adhéré et ça a fini par complètement capoter. Donc l'ASA sans caisson, c'est pas top. Bon, alors là, je vais tester ici le PA666 de chez Inslogic. Bon, alors on va regarder ça de plus près. Bon, alors voilà, ce nylon couleur naturelle, c'est pas le plus propre. Alors, je sais pas si vous le voyez bien. C'est pas le plus propre, mais en tout cas, il s'est imprimé. Elle a l'air quand même de gérer pas trop mal le nylon. L'ASA, pas du tout. Je vais tester avec l'ABS maintenant. Bon, alors pour un ABS, j'ai ici un ABS de chez Jam-E. On va voir ce que ça donne. Hein. Bon, alors comme vous le voyez ici, l'ABS, ça a fonctionné. Alors, si vous regardez bien, surtout sur l'arrière, on a... voilà. Bon, j'ai pas vraiment calibré le filament. On a un petit peu de marquage ici. Mais c'est juste au niveau de la première couche. Il a un peu merdé sur une partie. Hein. C'est resté collé, donc on sent que la première couche a eu du mal à adhérer. Mais après, il a tenu hein, et il a su imprimer. Donc, je dois dire que ça m'impressionne. Bon, alors je rappelle, hein, je suis dans un environnement qui est quand même assez stable. Ça, c'est vrai. Et il n'y a pas beaucoup d'humidité dans mon garage. Mais néanmoins, elle a pas... voilà, il y a quand même du passage. On ouvre la porte du garage. Il n'y a pas trop de soucis. Alors, c'est pas terrible d'imprimer l'ABS comme ça. Pour une autre raison également, il n'y a pas que la question de savoir s'il est capable d'imprimer. Il y a aussi la question de savoir... l'ABS émane des choses toxiques au moment où ils fond. Donc ça, il faut filtrer. Il faut aussi un caisson fermé pour l'ABS, notamment pour la filtration. Alors moi, quand j'ai imprimé ça, hein, j'ai un système de filtration dans l'atelier, donc de filtration externe, et je suis pas resté dans l'atelier. J'ai des détecteurs qui mesurent mon niveau de pollution dans l'air et voilà, j'ai attendu avant de venir parce que la sécurité dans l'atelier, c'est quelque chose qui est important. Mais au niveau des performances, alors ici c'est pas parfait, hein, vous l'avez vu, mais au niveau des performances d'impression ou des capacités d'impression, je la trouve quand même prometteuse. On dit que et je dis que c'est pas forcément une imprimante pour le filament technique, mais si on a des petites pièces à faire, je pense qu'elle pourra dépanner sans problème. Et si on a le caisson, je pense qu'il n'y aura vraiment aucun problème. Bon, alors voilà, un petit tour des filaments techniques. Il y a encore une chose, un test ou deux que j'aimerais faire, c'est de mélanger des matériaux, parce qu'on a fait du multicouleur, on a fait des matériaux spécifiques. Je voudrais mélanger des matériaux, par exemple du PETG, du PLA pour les supports. Je vais voir, je suis pas certain d'avoir du PVA sous la main, mais je vais voir si je trouve du PVA. Pour voir comment ça fonctionne. Alors c'est aussi un avantage de ce genre de machine. On peut aussi le faire avec l'AMS, mais les machines multi, c'est pas uniquement pour faire des objets colorés, ça peut aussi être pour venir mélanger des matières pour l'objet en lui-même ou lorsque les matières n'adhèrent pas fort entre elles pour servir de support, pour avoir le moins de marques de support possible. Donc je vais faire un test ici. Je vais commencer avec du PLA et du PETG. Alors le PETG c'est imprimé, on a le PLA ici en blanc. Comme vous le voyez, ça se retire facilement puisque c'est du PLA et du PETG. Et voilà ce que ça donne au niveau des supports et de l'interface des supports. Donc ça marche plutôt bien. Bon, alors voilà, je pense que j'ai fait un tour assez complet de la machine. Hein. Il y a certainement quelqu'un qui va me dire que j'ai oublié quelque chose et je veux bien l'entendre, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez des demandes pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors la vidéo s'arrête pas tout de suite, hein, puisque j'avais demandé à des gens sur Facebook s'ils avaient des questions spécifiques pour lesquelles ils voulaient une réponse en vidéo, hein, durant cette vidéo. Alors il y a une série de questions où ça a déjà été traité dans ce que j'ai montré, mais je vais passer ici en revue les questions où j'ai pas forcément apporté des réponses et où j'ai des réponses à apporter. Alors pour certaines de ces questions, j'ai directement posé la question à Snapmaker et donc je vais vous lire leurs réponses. Allez, c'est parti.
Bon alors, faut-il prévoir des entretiens de maintenance? Bien à vous. Alors oui, évidemment, il faut faire une maintenance comme sur toutes les machines. La durée de quand est-ce qu'il faut faire cette maintenance va dépendre de l'usage. Donc il n'y a pas vraiment de réponse, il n'y a pas un nombre d'heures ou un chronomètre. Il va falloir penser à regarder, voir si vous commencez à avoir des problèmes d'impression, tester, voir si la fluidité est moins bonne sur les rails linéaires. Ça veut peut-être dire qu'il faut regresser. Alors j'ai posé la question donc à SnapMaker et eux me disent donc une maintenance est prévue pour la U1, mais la machine est designée pour avoir des opérations qui sont pas très compliquées. Alors les consommables comme les hot ends et les tubes de filament, les tubes PTFE, c'est écrit en anglais, donc je traduis à la volée, doivent être remplacés de temps en temps. Et ils disent qu'après la fin de la campagne Kickstarter, des pièces de remplacement vont aussi être disponibles sur la boutique officielle. Donc il n'y a pas de fréquence spécifique pour la maintenance et ça dépend de l'usage. Quoi qu'il en soit, un nettoyage régulier et une calibration de temps en temps est recommandé pour garantir les performances optimales. Donc voilà un petit peu pour cette question-là. Alors, quelles seront les possibilités d'évolution et d'upgrade, genre filtre à charbon, extracteur d'air vicié? Est-ce qu'il y aura moyen de mettre plus que les 4 bobines? Alors là, j'ai pas forcément toutes les réponses, mais ici une réponse de SnapMaker. Alors, donc la U1 a été conçue de manière à ce que les futurs produits de la gamme puissent être compatibles avec. Alors on pense déjà, on l'a vu dans la première partie où je décris un petit peu la campagne Kickstarter, on voit qu'il y a des add-ons, on voit qu'il y a des pièces qui sont notamment le capot. Alors on peut s'attendre à une machine plus grande à un moment donné, ici ils disent the framework is extendable, et donc le cadre est agrandissable et les toolheads, donc les têtes d'impression, peut être améliorées ou remplacées. De l'espace a été prévu pour des upgrades qui ne sont pas encore annoncés, des accessoires optionnels tels que le couvercle, voilà, ça on en a parlé, et des buses en acier trempé permettront de mieux gérer des filaments tels que l'ASA, le PET, l'ABS, etc. Alors je vais répondre à une deuxième partie de la question, mais je vais rejoindre ça avec d'autres questions qui sont arrivées, à savoir est-ce qu'on peut mettre des sécheurs, donc des boîtes pour que les filaments soient dans des environnements fermés. Alors je vous montre une photo ici que SnapMaker m'a envoyée. C'est avec leur solution Snap Dry, donc on peut comme ça venir mettre 4 bobines dans un petit pot. Donc si vous connaissez pas le Snap, c'est Snap Dry, je crois que ça s'appelle. Donc, moi, je vous montre ici à l'écran ce que c'est. Donc voilà, on peut retirer en fait les supports de bobines sur le côté et venir mettre ça et directement attacher ces boîtes dans le feeder. Donc ça, c'est pas plus mal. Alors ici, avez-vous testé des impressions multimatériaux pour support, genre PLA, support PETG, ASA, PLA, etc. en sachant que les températures sont différentes pour chacun des filaments? Si j'ai acheté cette imprimante, c'est avant tout pour cette technicité, car utiliser du PETG comme support pour du PLA et inversement demande énormément de purge et ma bambou a vraiment du mal. Donc, oui, je l'ai testé dans la vidéo, vous pouvez retourner voir, ça fonctionne bien. Alors, est-elle fiable dans une utilisation quotidienne et sa fiabilité dans le temps sont les points importants pour moi, mais il faut plus qu'une review test. Alors oui, je suis d'accord, donc moi ça va faire à peu près 2 mois que je l'ai utilisé beaucoup, pour le moment c'est fiable et encore c'est une version de pré-série. Maintenant je suis d'accord avec vous, si vous hésitez et que vous voulez voir la fiabilité absolue, ne profitez pas de la campagne Kickstarter et attendez sa mise sur le marché et les retours utilisateurs dans plusieurs mois. Après, dans votre commentaire, vous parlez du fait que son prix attractif peut la démarquer. Ben oui, effectivement, si vous voulez le meilleur prix, il ne faudra pas rater la campagne Kickstarter. Donc ça, c'est un petit peu vous qui voyez. Mais effectivement, pour le moment, pour moi, je l'ai trouvé plutôt fiable. Et il faut plus qu'une review test pour s'en rendre compte. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Ma vidéo ne va pas vous convaincre si vous voulez une machine qui ait une fiabilité absolue et éprouvée dans le temps, puisque personne n'a encore éprouvé suffisamment longtemps la machine pour le moment. Alors, si on fait abstraction du prix, est-elle mieux que la Prusa XL 4 têtes? Bon, alors pour répondre à la question, réponse de jésuite, ça dépend. Ça dépend de ce que vous faites et de ce que vous voulez. Si vous avez vraiment besoin de taille et de volume, non. Parce qu'elle est petite. Voilà. Si la taille vous satisfait et que vous voulez imprimer en 4 couleurs, elle va faire
ça va être le même fonctionnement que la Prusa XL. Donc on a 4 têtes d'impression, il y a assez peu de purges, par contre elle va être plus facile à utiliser, ça il faut bien l'avouer, et le prix est plus intéressant, même si j'aime beaucoup ma Prusa XL, là Snapmaker tape un gros coup, donc pour une 4 têtes, hein, avec une Prusa XL 4 têtes comme vous le soulignez, eh ben oui, ça tient clairement à la concurrence si on se limite à des filaments courants, puisque avec la Prusa XL on a un caisson, ici on doit encore le tester, moi j'ai pas encore testé le caisson pour la Snapmaker. Avec la Prusa XL on a un caisson qui est éprouvé et qui gère bien les filaments techniques. Peut-être que c'est le cas ici avec le caisson qui propose à l'achat, mais je ne l'ai pas testé donc je l'affirme pas. Par contre, évidemment, la Prusa XL va trouver tout son intérêt, entre guillemets, si vous faites du 5 couleurs, parce que là, on a 5 couleurs et on a une dimension qui est beaucoup plus grande vu qu'on est à 360 mm au cube, là où on est ici à 270 mm au cube. Mais pour un prix et un ticket d'entrée qui est plus important. Ensuite, il y a une question de marque et de service après-vente. Ceci dit, pour moi, Prusa et Snapmaker ont éprouvé tous les deux leur service après-vente. Donc ils jouent un peu à part égale pour moi. Il y a beaucoup de marques chinoises qui ont un service après-vente qui est compliqué. Moi, je trouve que Snapmaker a un excellent service après-vente, là où je trouve que Prusa a un excellent service après-vente. Voilà. Donc... non, elle n'est pas mieux dans l'absolu. Pour moi, elle se valent. Le prix fait la différence. Par contre, la simplicité de calibration des têtes fait aussi la différence. Là où on n'a pas une Prusa XL bien calibrée, et c'est pas forcément facile de bien la calibrer, est une machine fiable qui dure dans le temps. Une Snapmaker se calibre beaucoup plus facilement, mais là maintenant j'ai pas assez de recul pour dire si elle est fiable dans le temps. Combien d'heures as-tu d'impression avec la machine? As-tu des pannes? La qualité des prints est-elle toujours la même depuis le début ou y a-t-il déjà une usure? As-tu besoin de changer des pièces? Alors, j'ai à peu près 400-450 heures de print. La dernière fois que j'ai regardé, j'étais à 430, donc je dois être à peu près à 450 heures de print. C'est bien, c'est pas énorme non plus, hein, j'ai pas 10 000 heures de print dessus. J'ai pas perçu moi de dégradation sur ce laps de temps, sur ce laps d'impression. J'ai fait beaucoup de prints, hein, j'ai évidemment pas fait que ce que vous avez dans la revue, sinon je vous aurais fait une vidéo de 5 heures. Donc j'ai fait beaucoup de prints, j'ai eu des pannes. Alors au niveau des pannes, oui et non. J'ai eu des fonctionnements un peu erratiques qui ont été très vite corrigés suite à des retours, mais dans la phase de bêta. Par exemple au niveau du chargement du filament, c'était un peu compliqué au tout début de la phase bêta et ça a été assez vite corrigé. J'ai eu des difficultés de communication par internet, hein, avec donc je ne savais pas envoyer directement depuis Orca Snapmaker de temps en temps, des fois ça marchait, des fois pas. Je pense que c'est quand le fichier était trop lourd. Et puis alors je devais me connecter à l'interface fluide et charger mon fichier comme ça. Bon, voilà, ça c'est le genre de choses que j'ai eu, mais que personnellement j'attribue plus au fait que j'ai participé à une bêta et que donc il y avait des points d'amélioration à avoir, qu'à la machine en elle-même dans l'état dans lequel j'ai reçu. Et non, je n'ai pas eu de panne, j'ai une fois fait la recalibration à peu près après 250 heures d'impression, parce que j'avais déplacé la machine et que j'avais envie de recommencer cette calibration. Voilà, et puis il y a une fois, mais c'est encore une fois je pense à cause d'une bêta, mais il disait qu'il avait imprimé, mais il y a deux couleurs il avait juste pas pris le filament, pourtant c'est comme s'il l'avait fait. J'ai dû faire un reset d'usine et après c'est reparti tout seul. Donc voilà un petit peu les points transparents par rapport à mon utilisation pendant la bêta. Salut, perso, je pense qu'ils vont rajouter un upgrade comme la Prusa XL où on rajoutera un caisson par-dessus. On peut apercevoir une prise entre la bus 2 et 3. Mais pour moi, la vraie question, c'est pourquoi une vitre à l'arrière?
Alors oui, clairement, il y a un caisson qui est prévu, mais c'est pas un caisson entier comme on a sur la Prusa XL, puisqu'ici ils ont déjà prévu le fait de la fermer. Alors pourquoi la vitre à l'arrière? Ben, ça répond à la question, je pense. C'est si on met le capot au-dessus, eh ben, on a une imprimante qui est entièrement fermée à l'abri du vent et qui permet également d'avoir, puisque le caisson va intégrer un module de chauffage, une chambre qui est activement chauffée via un module de chauffage. Alors la technique pour ce chauffage, je ne l'ai pas testé donc je ne peux pas dire, mais voilà en gros pourquoi est-ce qu'il y a une vitre à l'arrière et oui, il y aura un caisson. Alors, pourquoi il y a une porte alors qu'il n'est pas possible de fermer la machine et de faire des matériaux plus techniques? Eh bien, en fait, dans la vidéo, vous avez vu quand même qu'il y a, même sans le caisson, moyen de faire des filaments techniques. En tout cas, les plus courants, les moins exigeants. Et puis, la porte, tout comme l'arrière, c'est, comme je viens de répondre dans la question précédente, c'est dans l'hypothèse où on veut la fermer avec le caisson en option. Alors ici, salut, peut-on se passer des porte-bobines pour par exemple mettre des sécheuses à filaments? Donc j'ai déjà répondu un peu plus tôt, je remonte la photo ici. Oui, c'est clairement possible avec les sécheurs de filaments que vous voulez, on retire les bobines. Ici, Snapmaker a une solution avec leur Snap Dryer qui fonctionne bien, qui est peut-être un petit peu cher puisqu'il faut d'abord acheter un kit avec la base puis des petites boîtes à part. C'est un sécheur qui est en fait, j'avais fait un test vidéo dessus, c'est une collaboration avec Polymaker. Bon, voilà. Et donc oui, c'est possible. Alors, j'ai beau avoir leur Orca modifié, je trouve pas les U1 dans les machines. Mais oui, c'est logique puisque nous, on a une version bêta qui intègre le profil, mais dans la version qui est sortie grand public, ils n'ont pas intégré le profil encore. Mais ce sera le cas une fois que la machine sera disponible pour les backers. Alors ici, pas vraiment une question, mais plutôt une demande de clarification. Si tu peux faire un peu le tour des accessoires pour savoir à quoi correspondent toutes les options. Alors, si vous ne regardez que cette partie question, j'ai fait ça dans le début de la vidéo, là où j'explique les caractéristiques. Donc, vous pouvez retourner voir. Alors, ici, tu me la donnes, hein? Non. Bonjour Frédéric. Mais non. Alors, cette imprimante est-elle adaptée aux filaments un peu complexes, TPU, ABS, PETG? Alors TPU, moi personnellement, mais avec cette machine de pré-série, j'ai pas été ébloui. Ça imprime, je pense qu'il faut bien calibrer le filament, bien le déshydrater et voilà, et surtout utiliser que du TPU 95A. ABS, moi j'ai réussi à imprimer avec. Mais pas l'ASA par contre, et PETG, aucun problème. Bonjour, le printer CFG est-il accessible en écriture? L'accès au SSH, le mot de passe est-il fourni? Le chargeur de filament est-il réglé sur la longueur de filament ou un capteur situé sur les têtes stoppe le chargement pour allonger par exemple le PTFE? Alors je vais répondre d'abord à la deuxième partie de la question. Non, ce n'est pas réglé sur la longueur du filament, il y a bien un capteur, donc tu peux changer ton tube PTFE, il n'y a pas de problème. Première partie de la question, j'ai posé la question à Snapmaker et leur réponse c'est: l'équipe de Snapmaker est encore occupée de discuter pour savoir s'ils vont permettre l'activation du SSH et comment le permettre. Alors si le SSH, donc si l'accès SSH est activé, ils doivent considérer différents scénarios pour éviter que les utilisateurs suppriment accidentellement des fichiers ou modifient des fichiers critiques, ce qui pourrait conduire à une utilisation anormale de la machine. Toutefois, il y a ils en discutent en interne. Peut-être qu'ils feront comme Creality, c'est-à-dire ça supprime la garantie si on le fait. Voilà, ça c'est. Mais en tout cas, pour le moment, non. Au lancement, peut-être, mais à voir. Alors, impression de TPU sur cette machine avec un deuxième matériau comme du PLA, moi j'ai pas testé, voilà, donc peut-être, mais j'ai pas testé. Par contre, quelle valeur max de TPU avec cette machine? Moi, j'ai pas su faire moins que du 95A et Snapmaker m'a confirmé que c'est du 95A. Alors l'impression en 4 couleurs TPU 95A ou 90A est-elle vraiment fonctionnelle? Moi j'ai pas essayé, j'ai vu des vidéos et dans le groupe de bêta test j'ai vu des gens qui l'avaient fait, donc manifestement c'est possible, moi j'ai pas essayé. Alors Pat ici qui nous dit: bonjour, pour moi la qualité d'impression bien sûr que c'est bien, mais la durabilité d'une imprimante et son entretien est encore plus important parce que oui,
une imprimante qui imprime bien, c'est top, mais si au bout de 6 mois c'est poubelle, donc voilà, on n'a pas encore assez de retours. Snapmaker est connu pour faire des machines fiables. C'est vrai que dans ma vidéo je dis elle perd son petit côté premium, en tout cas au niveau des matériaux. Alors les matériaux, les plastiques sont quand même assez nobles, mais moi je pense que Snapmaker ne va pas jouer son image de marque et va garder quand même la fiabilité de ses machines. Donc je ne pense pas que cette machine dans 6 mois deviendra obsolète ou va être une petite cacaille chinoise qui fonctionnera plus. Voilà, même si elle est chinoise. Alors, bonjour, je soutiens le projet sur Kickstarter. Ce qui m'intéresse, c'est les retours, suggestions, modifications que tu as fait remonter. La réactivité de Snapmaker sur la prise en compte ainsi que les mises à jour que tu as eues depuis que tu l'as reçu. Quelles sont les limitations sur les filaments techniques? Donc ça, filaments techniques, on a déjà répondu plusieurs fois dans ce Q&A, enfin dans cette séance de questions et dans la vidéo, donc je vais pas revenir dessus, mais sur le reste je vais revenir. En tout cas, la campagne de communication est très puissante et c'est important d'être assuré sur le produit. Et merci, voilà, merci à toi pour le message. Alors au niveau des retours que moi j'avais fait dans la bêta, donc le premier retour que j'avais fait c'était sur le positionnement général de la marque. Moi j'étais un petit peu surpris que Snapmaker sorte une machine qui a un look qui à mes yeux faisait un peu jouet, parce que pour moi c'était une marque qui faisait une marque très premium et artisan. Et voilà, et qu'il y avait des choses que j'aimais un peu moins comme le jaune, je l'ai dit dans la vidéo je pense. Voilà. À mes yeux ça faisait un peu jouet, mais à côté de ça je reconnaissais que les plastiques étaient nobles. Voilà, donc je leur conseillais de bien positionner sur genre Snapmaker grand public. Voilà, alors pour la plupart ils ont répondu poliment et il y a des choses et des feedbacks où on m'a pas répondu directement ok on va corriger ça, mais j'ai vu les corrections apportées. Alors au niveau des points positifs que je disais, c'était que le packaging était vraiment bien conçu, que les plastiques sont de bonne qualité, que les supports de bobines sont compatibles avec beaucoup de tailles de bobines, et ça c'est intéressant, et aussi avec des bobines carton plastique vu comment c'est, donc on n'avait pas trop de difficultés de ce côté-là. En zone d'amélioration, je leur avais dit que le côté jaune, comme j'ai dit dans le début de la vidéo, le côté un petit peu plastique imprimé jaune pour le bloqueur dans le transport, autant utiliser du plastique, enfin donnez pas un truc en impression 3D, ça fait pas pro, en gros c'est ça. Je disais que la machine se salissait facilement, hein, bon, hein, après bon, faut se laver les mains quand on travaille, mais bon. Voilà, j'ai fait le retour sur la position de l'écran. Alors là, le design de la machine, il est comme ça. Ils vont pas changer ça suite à mon feedback. Mais moi, c'est un point que je regrette, c'est la position de l'écran fixe et non pas orientable. J'ai fait le retour sur le fait que le bac de purge était un tout petit peu trop petit, donc il bougeait et en plus je le trouvais pas de très bonne qualité. Voilà, ça c'est et ils ont dit qu'ils allaient travailler dessus, le redessiner et il sera de meilleure qualité. J'ai fait le retour que j'ai déjà cité dans la vidéo sur l'axe en carbone et demandé en fait pourquoi ça avait été utilisé. C'est aussi une question de coût. Voilà, un rail linéaire, enfin c'est une question de coût-bénéfice. Bon, c'est la réponse que j'ai eue. J'ai dit que moi les courroies sur mon prototype étaient un peu lâches et que les exemplaires qu'ils donnaient aux gens qui étaient livrés, ce serait bien qu'ils arrivent complètement tendu, hein, qu'on n'ait pas à devoir s'amuser à resserrer notre courroie, quoique c'est pas compliqué, hein, on a deux trucs à faire, mais voilà. L'absence d'un port RJ45, c'est dommage, surtout si on travaille dans une ferme, et la localisation du port USB pour moi était vraiment problématique. En termes d'accessibilité, j'ai dit que le fait que la porte soit uniquement ouvrable d'un côté, ça peut être ennuyant, notamment pour les gauchers ou de la manière dont on positionne. Donc on peut pas, en fait, la porte n'est pas réversible, c'est ça que je veux dire. Et j'ai demandé si ils ont prévu de faire en sorte qu'il y ait du matériel d'aide, notamment le manuel et tout ça, en français, en me proposant au besoin d'aider à la traduction. Alors bon voilà, il y a eu des réactions positives et on m'a dit qu'on allait prendre ça en considération, mais j'ai pas eu un retour clair, direct, qui répondait point par point à mes préoccupations. Ça, c'était mon premier rapport.
Et le second rapport un peu plus tard, donc le premier rapport c'était vraiment ma découverte de la machine avant même d'imprimer. Le second c'était, je disais que la mise en service était extrêmement fluide, extrêmement rapide, extrêmement facile, donc ça c'était un feedback positif. Que je trouvais qu'il y avait une petite confusion au niveau des tubes PTFE, parce que, enfin, qu'il faut qu'ils mettent des petites étiquettes hein, pour qu'on n'ait pas à trop se casser la tête. C'est pas très compliqué, mais tant qu'à faire pour que ce soit plus rapide. Je suis revenu sur la position de l'écran qui m'ennuyait. Alors ici, je dis que lors de mon tout premier print, j'ai eu une petite sous-extrusion sur la première couche. Et qu'après avoir amélioré le profil d'Orca Snap, ça a fonctionné bien. Donc je sais qu'ils ont après amélioré les profils sur base de différents retours, vu qu'évidemment j'étais pas le seul à faire ce retour là. Alors je fais le feedback sur ce que j'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, enfin dans cette dans cette séance de questions-réponses, à propos du fait qu'à un moment donné, j'ai deux têtes d'impression qui n'imprimaient plus alors que ça disait que c'était imprimé et que j'ai dû faire un reset machine pour que ça fonctionne. Et puis j'ai fait pas mal de retours sur Orca Snap, alors en regrettant le fait qu'il y ait une version à part et que c'est pas simplement Orca Slicer dans lequel il viendrait donner accès au protocole réseau. Mais bon, voilà. Hein. Et des feedbacks sur la taille d'écran et l'onglet périphérique qui pour moi n'est pas, enfin, devait être amélioré. Voilà, voilà un petit peu les feedbacks que j'avais fait. Donc voilà un petit peu les feedbacks que j'avais fait. Alors, I want to see the bed mesh. Donc je veux voir le bed mesh. Ben ça, je l'ai montré dans la vidéo. Donc comme ça, vous pouvez aller le voir. Sachez simplement qu'au niveau du bed mesh, je disais qu'il était correct. Il y a moyen, et je ne l'ai pas fait, j'ai eu la flemme, il y a moyen de venir en dessous du plateau. Donc on peut le régler hein, manuellement en dessous du plateau pour l'améliorer, hein, le bed. Voilà, on a des ressorts qui permettent de le faire, mais c'est pas nécessaire normalement de le faire. Alors bonjour, moi, ma question serait le bruit de la bête. Ça j'ai fait aussi dans la vidéo, hein, vous avez vu, si vous allez voir, j'ai pris une mesure sonore dans la vidéo. Alors, est-ce que vous avez essayé d'imprimer des matériaux plus ingénieurs, genre de l'ABS, de l'ASA, du PA6, PA12? Ben oui, voilà, j'ai essayé, pas du PC, mais j'ai essayé, donc ça c'est fait. Alors ici, bonjour, moi j'aimerais beaucoup que quelqu'un aborde le thème du temps que prend le calibrage du flux et du plateau que je fais à chaque impression qui prend environ 5 minutes, mais il a été dit dans une vidéo que ça pouvait durer 40 minutes. Alors, les 40 minutes, c'est le calibrage de mise en service, hein, ou si vous déplacez la machine. Le calibrage du flux et le bed leveling qui a lieu en début de print que vous pouvez activer ou non, ça prend 5 minutes effectivement. Donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là, c'est pas 40 minutes à chaque coup. Voilà. Alors quelle serait ma conclusion? Ma conclusion c'est très simple, j'apprécie vraiment beaucoup cette machine. Alors j'apprécie les snapmakers depuis longtemps. Je m'achetais des snapmakers avant d'être youtubeur et pouvoir avoir fait une collaboration avec eux qui a commencé il y a à peu près un an et demi. C'était pour moi avec Prusa, hein, donc ces deux marques pour moi c'était un peu genre la consécration en tant que youtubeur, que ces marques puissent me faire confiance. Et je suis pas déçu par celle-ci. Alors c'est pas forcément ce format-là que j'attendais hein, pour une Snapmaker, je l'ai cité, mais je suis franchement pas déçu et je suis content même qu'elle soit pas grande. Je trouve ça bien en fait d'avoir une petite machine dans ces dimensions un peu classiques de 170 mm au cube, qui soit en 4 têtes et qui permet d'imprimer vite et bien. Alors il y a des améliorations possibles au niveau du profil et peut-être qu'il y aura encore quelques améliorations techniques vu qu'on était toujours dans une phase bêta au moment où j'enregistrais ça. Mais déjà en l'état, je trouve que cette machine est très bien. Alors moi j'ai conseillé à des amis vraiment de la kickstarter. Ils me demandaient et j'ai dit oui, fais-le. Et moi c'est le conseil que je vous fais. Alors le conseil
oui, il y a un lien affilié, hein, donc vous allez me dire, bah oui, forcément, tu nous conseilles, et puis tu nous conseilles de passer dans le lien affilié, comme ça tu deviens riche et tu vas à Dubaï. Et non, je n'irai pas à Dubaï, j'irai probablement au Japon, mais oui, hein, faites-le. Franchement, je pense que vous n'allez pas être déçus par cette machine. C'est pas souvent que je suis vraiment enthousiasmé par une machine, peut-être parce que j'ai l'opportunité, la chance, et c'est pas une plainte, hein, mais à force de tester beaucoup de machines, on perd un peu le feu sacré. C'est pareil que les gens qui testent des voitures de luxe. Moi, si je peux rouler avec une Ferrari, je vais être aux anges. Si je roule une fois tous les 50 ans avec une Ferrari, par contre, si je roule avec 15 voitures de luxe par semaine, le côté magique s'y perd un peu, même si on peut toujours continuer à apprécier la qualité des machines. Et ben voilà, moi c'est ce que j'ai. Et franchement, ici, c'est quelque chose de nouveau. Alors, nouveau, oui et non, mais on a cette expérience un petit peu de facilité d'utilisation qu'on peut avoir avec une bambou, avec l'expérience de la technicité d'un multitool qu'on peut avoir avec la Prusa XL. Donc, bah, finalement, pour moi, c'est un bon mode. Enfin, c'est le meilleur des deux mondes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon intro est un petit peu provocatrice, amusante, dit que pour moi, c'est un peu l'enfant des deux. Et c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, je sais que Prusa va réagir et va nous proposer des chouettes choses. Enfin, je ne sais pas. Mais je suis convaincu qu'ils le feront. Hein, j'ai pas de secret à donner, mais je suis convaincu qu'ils le feront. Tout comme, voilà, je pense que on est dans un cycle de concurrence qui apporte de l'innovation. Et franchement, je trouve cette année excitante au niveau du multimatériau et du multicouleur. Je trouvais que l'année précédente était un peu bof, et c'était ma conclusion de ma vidéo sur le Formnext. C'était bof. Ben, franchement, je trouve que cette année, avec Snapmaker, avec Bamboo, avec Prusa, on a, et avec Wondermaker qui va peut-être arriver, enfin bref, on a plein d'émulations à ce niveau-là, et je trouve ça vraiment super positif. Donc voilà, pour ma conclusion, une machine, moi je préfère pas trop donner de conclusion, je préfère vous montrer, vous ai montré, je pense, en détail et en profondeur, à vous de faire vos propres, de tirer votre conclusion, hein, voilà, tout simplement, et de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, ciao, et puis passez par le lien affilié, si vous voulez le kickstarter, c'est le moment, et ça me fera plaisir. Ciao.